Les cités antiques les plus célèbres recèlent encore des trésors cachés depuis des siècles. Mais grâce aux nouvelles technologies d'imagerie par scanner, on peut enfin lever le voile sur ces villes fascinantes. À commencer par Istanbul, le pont entre l'Europe et l'Asie. Depuis plus de 2500 ans, Istanbul est à la croisée de l'Orient et de l'Occident. Cette position stratégique a éveillé des convoitises d'empires très puissants. Les Grecs, les Romains, les chrétiens en croisade, les Ottomans, tous se sont battus pour contrôler cette cité, autrefois considérée comme la capitale du monde. Allez! Mais aujourd'hui, son passé est enfoui dans ses entrailles. Il doit y avoir des rats. Attention! Je vais le ressusciter en utilisant des technologies de pointe. Grâce à la magie de la 3D, je vais explorer les palais, les forteresses et les aqueducs de la ville. Faire apparaître l'ancien hippodrome romain. La piste était ici. Révéler des secrets architecturaux bien gardés. Incroyable. Et percer les mystères d'un bijou d'ingéniosité. Grâce à la réalité virtuelle, nous allons redécouvrir la ville sous un jour complètement nouveau. Nous allons découvrir la face cachée d'Istanbul. Istanbul est aujourd'hui la plus grande ville de Turquie. Véritable capitale culturelle du pays, cette mégapole est un pont entre deux continents. J'y arrive par le détroit du Bosphore. Le Bosphore est l'un des principaux couloirs maritimes du monde. Derrière moi, au nord, il y a la mer Noire. Et devant moi, la Méditerranée. Sur ma gauche, c'est l'Asie. Et sur ma droite, l'Europe. Des voyageurs en provenance et à destination des 4 coins du monde se croisent ici. Et à cheval sur ce détroit, il y a la ville d'Istanbul. Située entre deux continents, Istanbul bénéficie d'une position stratégique convoitée par les plus grandes puissances du monde. Ces changements de noms successifs témoignent de son histoire mouvementée. Il y a 2500 ans, c'était Byzance, une cité grecque. Puis, elle devient romaine. Elle est alors renommée Constantinople. Enfin, après sa conquête par les Turcs, on l'appelle Istanbul. Napoléon aurait dit, si la Terre était une nation, Istanbul en serait la capitale. D'abord capitale de la Thrace, puis des empires romains, byzantins et ottomans, Istanbul est devenue l'une des villes les plus vivantes du monde. Mais elle garde les traces de son passé tumultueux. Ici, même les édifices les plus célèbres ont des cicatrices de guerre. Comme Sainte-Sophie, construite au VIe siècle par l'empereur romain d'Orient, cette majestueuse basilique dédiée à Hagia Sophia, la sagesse divine, restera la plus grande au monde pendant 10 siècles. Mais par quel mystère cet édifice tient-il encore debout 1500 ans après sa construction? Pour le découvrir, nous allons scanner ce temple de la sagesse, transformé aujourd'hui en musée. La hauteur de la coupole et cette impression d'espace, c'est extraordinaire. Quand il a été construit au VIe siècle, ce dôme était le plus haut du monde. Il s'élève à plus de 55 mètres. À l'époque, les gens pensaient qu'ils pouvaient peut-être même toucher le ciel. La basilique dominait le paysage de Constantinople et forçait le respect de ses habitants.
Une première basilique Sainte-Sophie avait été érigée au IXe siècle sur les ruines d'un temple grec. Détruite par un incendie, elle avait été reconstruite, puis à nouveau emportée par les flammes. Quelques jours seulement après cette seconde destruction, l'empereur Justinien Ier, dit Justinien le Grand, décide de rebâtir la basilique. Il veut en faire un symbole de la puissance romaine. Depuis, la ville a connu des séismes, des émeutes, des sièges et des conquêtes. Matt Shaw et son équipe vont peut-être découvrir comment le dôme a survécu à tous ces événements. Bonjour Matt. Bonjour Michael. Ravi de vous voir. Bonjour. Tom. Enchanté. C'est super, vous scannez déjà les lieux? Oui, depuis ce matin. Et ça va permettre de répondre à la question que je me pose. Comment cet édifice tient-il encore debout? Oui, grâce à notre scanner qui enregistre plus d'1 million de points par seconde. On va modéliser cet espace qui en compte plusieurs milliards. Donc, on va pouvoir visualiser cette immense structure et peut-être même en percer les mystères? Normalement, oui. C'est un projet titanesque. Si vous voulez bien m'accompagner, j'aimerais vous montrer quelque chose de bien plus petit. Le détail que je préfère ici. Allons-y. Plus le temps passe, plus l'histoire de la basilique de Justinien le Grand se confond avec la légende. Justinien a dépensé sans compter pour cet édifice. Il a fait venir des matériaux d'Afrique, d'Asie. Et ça, ce sont ses portes, les portes de l'empereur. D'après la légende, ce bois provient de l'arche de Noé. Justinien voulait devenir le nouveau Salomon. Dans la Bible, ce roi a bâti le premier temple de Jérusalem. Quand cette église a été achevée, on dit que Justinien s'est exclamé « Je t'ai surpassé, ô Salomon ». Mais voilà le détail important ici. Ce creux? Oui. D'accord. Ça, c'était les portes de l'empereur. Un garde se tenait donc ici. Je vois. Et ce trou a été formé par... Des années de piétinement. C'est ça, par des heures et des heures passées à piétiner le sol ici. Donc, si on veut être littéralement à la place d'un homme de l'époque, là, on est au meilleur endroit. Ça me fait penser à moi quand je fais les 100 pas autour du scanner. D'ailleurs, je vous laisse y retourner. C'était un plaisir. Moi, je pars par là. Bonne chance. Merci. Au XVe siècle, la basilique sera convertie en mosquée, puis progressivement parée de 4 minarets. Ça a été une église pendant plus de 900 ans, une mosquée pendant près de 500 ans, et depuis 1934, c'est un musée. À cheval entre l'Europe et l'Asie, Istanbul a toujours fait l'objet de violentes luttes politiques et religieuses. Les métamorphoses de Sainte-Sophie reflètent parfaitement les transformations de la ville. Istanbul sera toujours tiraillé entre l'Orient et l'Occident et devra se positionner en fonction de questions géopolitiques et de bouleversements internes. Pour mieux comprendre comment cette histoire mouvementée a façonné la ville, Matt et son équipe vont modéliser le cœur d'Istanbul. Pour ça, ils ont recours à la photogrammétrie. La photogrammétrie consiste à prendre des milliers de photos, puis à les assembler grâce à des algorithmes. On peut ainsi obtenir une modélisation 3D très précise d'Istanbul. Cette modélisation va nous permettre de faire revivre plus de 2000 ans de construction, de destruction et de transformation. Mais aussi de comprendre comment la basilique Sainte-Sophie tient encore debout. Matt a obtenu les premiers résultats de son travail. Je suis impatient de les découvrir. Bonjour Matt. Content de vous voir. J'ai hâte de voir Istanbul dans toute sa splendeur. Ça, c'est notre modélisation photogrammétrique. Wow. Incroyable. Et au centre de tout ça, il y a Sainte-Sophie. Elle est là. Mais le plus intéressant se trouve à l'intérieur. On vient d'entrer dans la basilique. Ça alors, c'est quelque chose. Dans la vraie vie, on ne peut pas traverser les murs comme ça. C'est impressionnant. Alors que nous révèlent ces scans qu'on ne pouvait pas voir quand on était sur place?
Eh bien, même sur cette modélisation, notre regard est attiré par la coupole. Si on se rapproche, on voit tout de suite apparaître des irrégularités. En fait, le dôme n'est pas parfaitement circulaire. Il est plein de bosses dues au séisme qui ont fragilisé l'édifice au fil des années. Là, ces bosses sautent aux yeux. Il y en a une en haut de l'écran et une autre en bas. Pourtant, on n'a rien vu quand on était là-bas. Non, parce que l'œil reconstitue un cercle parfait. Et les irrégularités sont encore plus flagrantes vues de l'extérieur. Je vais déshabiller l'édifice. Là, on n'a plus que la calotte du dôme. Et on voit bien qu'elle est pleine de bosses. Mais cette calotte ne révèle pas que des défauts. Elle montre aussi toute l'ingéniosité des solutions apportées ultérieurement pour que l'édifice résiste au séisme. Car 20 ans après sa première construction, le dôme s'est effondré. Quand on l'a reconstruit, on a commencé par installer la série d'arcs qu'on voit là, qui font peser la coupole sur ce soubassement cylindrique. On a aussi ajouté ces sections triangulaires qui s'appellent des pendentifs. Et ces pendentifs transfèrent le poids du soubassement vers 4 piliers, ce qui permet de passer d'une structure cylindrique à une structure carrée. La charge est répartie sur ces 4 points qui descendent jusqu'au sol. Quand on est dans la basilique, on ne pense pas à tout ça, parce qu'on a le regard fixé sur ces magnifiques anges. On dirait que ce sont eux qui soutiennent le paradis symbolisé par le dôme. Oui. Et maintenant, ressortons de l'édifice. Je vais le couper en deux. Là, on voit notre coupole centrale et 2 grands demi-dômes sur ses côtés. Ils augmentent encore l'impression d'espace. Donc, quand on entre, on est vraiment saisi par l'immensité du volume. Mais malgré toutes ces solutions très ingénieuses, l'édifice restait fragile. Alors, au fil du temps, on a ajouté des contreforts de tous les côtés. Ils maintiennent l'édifice. Oui, pour qu'il ne se disloque pas. Les minarets qui encadrent Sainte-Sophie ont été érigés au XVe et XVIe siècle. Voilà à quoi ressemblait la basilique auparavant. Les scanners sont des outils fantastiques pour les historiens, les architectes, les ingénieurs. Ils permettent de retracer l'histoire de l'édifice et de le scruter jusque dans ses moindres imperfections. Dès sa première construction au IVe siècle, la basilique Sainte-Sophie devient le centre spirituel de la cité. Pour asseoir son autorité, l'empereur Constantin Ier décide de s'installer juste à côté. Il fait alors construire le Grand Palais, un complexe vaste et luxueux qui restera le centre du pouvoir politique pendant près de 700 ans. Transformé par les différents empereurs qui s'y sont succédés, le Grand Palais finira par former un ensemble architectural très varié. Aujourd'hui, ces ruines comptent parmi les derniers vestiges de ce vaste complexe. On doit ce décor romantique aux ruines du palais du Boucoléon, qui faisait partie de l'immense complexe du Grand Palais. Quand il a été construit aux alentours du Xe siècle, l'eau montait jusqu'ici. Ce palais, en bord de mer, était la résidence d'été de la famille impériale. On disait qu'il avait été construit pour susciter l'admiration des étrangers et des sujets de l'empereur. Et je veux bien croire. Ce palais comptait 500 pièces, toutes ornées de mosaïques en or. Ça devait être époustouflant. Mais aujourd'hui, voilà la plus belle partie qui en reste. Aujourd'hui, on n'entre plus vraiment dans le palais du Boucoléon par la grande porte. Je m'aventure dans un drôle d'endroit. J'ai l'impression d'être dans une autre réalité. Il y a une voie ferrée au-dessus de moi, je suis dans le jardin de quelqu'un, et ici, je me retrouve dans le palais.
La nature a complètement repris ses droits sur ce monde. Mais il faut imaginer cet endroit au moment de sa splendeur. Ça, c'était une immense salle de réception dans laquelle tout résonnait. Elle était surchargée de marbre, de mosaïques et de statues. Et ces grandes fenêtres magnifiques donnaient sur la mer. Ça devait être incroyable. Le Boucoléon était un édifice grandiose. Quand on pense qu'il ne constituait qu'une petite partie du Grand Palais, on mesure mieux l'étendue et la splendeur de ce complexe, reconstruit sous nos yeux grâce à la magie de la technologie. Je peux en avoir un? Avec plaisir. Merci. Au IVe siècle, Constantin fait de Byzance la nouvelle capitale de l'Empire romain. C'est à cet empereur que la ville doit son nouveau nom, Constantinople. Pour que Constantinople prenne la place de Rome, l'empereur se lance dans des travaux d'embellissement. Il fait construire des églises, des palais, des bains publics, une bibliothèque et bien d'autres édifices. Constantinople devient alors la reine des cités. En un siècle, sa population passe de 20 000 à 200 000 habitants. Des habitants à qui il faut bien sûr offrir du pain et des jeux. Les Romains avaient l'art de créer des lieux publics qui réunissaient tous les habitants de la ville, de l'empereur jusqu'au dernier de ses sujets. À Rome, par exemple, il y avait le Colisée pour ça. Et ici, à Constantinople, il y avait l'hippodrome. C'est là que se déroulaient les courses de chars. J'ai rendez-vous avec quelqu'un qui sait tout de cet hippodrome. Kerim? Bonjour Michael. J'ai vraiment hâte de découvrir les lieux avec vous. Ça me fait plaisir. Ces murs sont tout ce qui reste de l'hippodrome qui s'élevait ici. Mais quand on les regarde, on imagine facilement l'immensité de l'arène. On est où là? Devant la façade monumentale de l'hippodrome. Cette extrémité arrondie est ce que l'on appelle la Sphène. Il y avait des entrées ici? Oui, regardez. Là, on voit les voûtes des portes d'entrée et de sortie. Aujourd'hui, elles sont murées. La technologie redonne toute sa place à l'hippodrome. Avec ses 450 mètres de long, il dominait la ville. La Sphène faisait face au stade de départ des chars. Et son arène était entourée de gradins qui pouvaient accueillir 2 fois plus de spectateurs que le Colisée de Rome. Véritable centre de la vie sociale, l'hippodrome se dressait tout près du Grand Palais et de la basilique Sainte-Sophie. Aujourd'hui, ce site n'a plus rien d'antique. À quoi ressemblait cet endroit les jours de course? Est-ce qu'on doit imaginer les spectateurs et les chars? On pense que cette rue, qui longe aujourd'hui la place, suit presque parfaitement le tracé de la piste de course. La piste était ici? Oui. Donc là, il y avait des chars lancés à toute allure? On devrait dégager le passage. Et dans les gradins, il y avait jusqu'à 100 000 spectateurs qui criaient tant qu'ils pouvaient? C'est ça. Ils encourageaient leur équipe? Oui. Ça alors. Et l'empereur assistait à tout ça? Exactement. Mais j'ai autre chose à vous montrer, sous terre. Où est-ce qu'on va? Voir les dessous de l'hippodrome. En passant par là? Oui. J'imagine que le public n'a pas accès à ces lieux? Non. Venez. Suivez-moi. Allez. Maintenant, je comprends pourquoi on devait apporter des torches. Oui. Ça alors, c'est extraordinaire. On est où là? Sous les gradins. Donc, au-dessus de nous, il y avait une foule déchaînée. C'est ça. Et il y a une galerie là-bas. Une autre ici. Ces fondations forment un véritable labyrinthe. Oui, suivez-moi. J'y compte bien. Il faut imaginer cet endroit rempli de spectateurs qui rejoignaient leur place. Et à quoi d'autre servaient ces souterrains? On raconte qu'on y emprisonnait des gens et que des exécutions y avaient lieu.
Par exemple, on sait qu'au 7e siècle, Justinien II s'est fait torturer par des sujets rebelles. Ça s'est sûrement passé ici. Pour lui faire payer son despotisme, ils lui ont tranché le nez et la langue. Après 10 ans d'exil, il est revenu. Vraiment? Oui, caché derrière un masque en or qui remplaçait son nez. Et il a repris son règne. Mais sa propre armée a fini par se retourner contre lui. Et cette fois, on lui a tranché la tête pour s'assurer qu'il ne reviendrait pas. Incroyable. On arrive où, là? Ça alors, il y a des passages vraiment partout ici. Sur quoi débouche cette porte? Allez voir, allez-y. D'accord. Wow, ok. Kerim, on n'est pas équipé pour descendre. C'est vraiment confortable. Non, en fait, je me sens comme un poulet tout ficelé. Mais je crois que je suis prêt. Allons-y. Kerim, c'est parti. En suivant Kerim dans les entrailles de Constantinople, je vais faire une découverte étonnante. Je m'attache. Elle est froide? Ah oui, d'accord. Attention. Oui, les marches sont glissantes. Il y a pas mal de pierres sous nos pieds. Cet endroit est immense. Oui. C'est extraordinaire. Comment expliquer qu'on se retrouve dans un espace aussi grand? Cette cavité voûtée a été convertie en citerne. Sûrement au VIe siècle. Donc, tout le lieu a été repensé pour ça. Exactement. Constantinople compte peu de sources d'eau douce. Avant l'époque moderne, il était primordial d'avoir des réserves d'eau potable pour survivre aux périodes de sécheresse et aux états de siège. Les Romains ont donc reconverti les souterrains de l'hippodrome en réservoirs. La cavité voûtée dans laquelle je me trouve pouvait à elle seule contenir 10 millions de litres d'eau. Ces parois sont en ciment romain. C'est un matériau qui est étanche. Et qui tient encore aujourd'hui. C'est impressionnant. Jusqu'où l'eau pouvait-elle monter quand on utilisait cette cavité comme citerne? Elle montait probablement jusqu'à la hauteur du ciment étanche sur les murs. Donc elle pouvait être remplie d'eau jusqu'en haut. C'est possible. Et elle était sûrement reliée au réseau d'approvisionnement en eau de la ville. C'était une immense citerne pour Constantinople. L'une des plus grandes? Oui. Et on a recensé en tout plus de 200 citernes. Constantinople comptait des citernes de formes et de tailles différentes. Les plus petites suffisaient à l'approvisionnement en eau d'une simple famille. Et les plus grandes alimentaient des quartiers entiers. Où allait l'eau de cette citerne? On est dans la zone du Grand Palais de Constantinople. Donc elle alimentait le Grand Palais. On peut avancer encore un peu. Après, ce mur nous empêchera d'aller plus loin. Mais la citerne s'étend au-delà. Je vois, le mur s'arrête à mi-hauteur et la cavité se prolonge de l'autre côté. Oui, c'est ça. Mais alors, c'est quoi ce petit canal qui part sur la droite? C'est un canal qui devait alimenter une fontaine ottomane bâtie devant la façade au XVIe siècle. Ça nous indique que cette citerne a été utilisée pendant au moins 1000 ans, à partir du VIe siècle. L'hippodrome a donc été construit au tout début de notre ère
Ces fondations ont été converties en citernes au VIe siècle et cette citerne a servi au moins jusqu'au XVIe siècle. Exactement. On est entre les murs d'une citerne millénaire. Ça prouve que cette cité avait besoin d'avoir des réserves d'eau en permanence. Merci de m'avoir montré ça. Mais de rien. Sortons d'ici. L'équipe de Matt s'installe dans la citerne pour scanner les lieux. Mais Tom est un peu tendu. On transporte du matériel très cher. On n'aimerait vraiment pas qu'il tombe dans cette eau qui stagne là depuis des années. On a aussi peur de ce qui peut s'y trouver. Des rats, des oiseaux morts. Tout est couvert de fientes ici. Les scans que nous avons réalisés montrent comment une structure conçue pour le divertissement a été transformée en un réservoir vital pour les habitants. Aujourd'hui, la citerne est tombée dans l'oubli. Sauf pour ceux qui connaissent les secrets d'Istanbul. La plupart des citernes de Constantinople ont été construites entre le IVe et le VIIe siècle. Le système d'approvisionnement en eau de la ville est un véritable chef-d'œuvre technique. Il n'y a pas de meilleur endroit pour admirer le génie hydraulique des Romains qu'ici, après une bonne tasse de thé. Parce que je suis sous un aqueduc. L'aqueduc de Valence était le principal système d'alimentation en eau de la ville. Et comme tous les aqueducs, il devait être le plus droit possible. Les Romains ont dû s'adapter à la topographie des lieux. Ici, on se trouve entre deux collines. Les Romains les ont donc reliés par un pont. Cette construction s'élève à 30 mètres de haut et court sur plus d'1 kilomètre d'une colline à l'autre. Aujourd'hui, elle fait partie intégrante de la métropole moderne d'Istanbul. Bonjour James. L'homme là-haut est le professeur James Crow de l'Université d'Édimbourg. Je ne pensais pas que c'était aussi haut. Mais vous verrez, c'est magnifique. James a cartographié l'ancien système d'approvisionnement en eau de la ville. Merci beaucoup. Quelle vue! Et ce soleil! Bienvenue sur l'aqueduc. Je vais laisser ma veste ici. C'est fabuleux. Quel endroit! J'ai l'impression de voler au-dessus des rues de la ville. Mais on est sur un aqueduc. Est-ce qu'on sait où il acheminait l'eau? Cette construction abrite d'immenses canaux. Ils sont presque aussi hauts que vous et larges comme ça. L'eau était acheminée sur de grandes distances vers l'ouest de la ville pour alimenter les citernes et les fontaines. Comment avez-vous découvert ce réseau? On savait qu'il y avait un long réseau de canaux en dehors de la ville, mais il nous a fallu plus de 20 ans de travail sur le terrain pour le trouver. On a étudié de vieilles cartes, interrogé de nombreux villageois, bu beaucoup de tasses de thé. Les canaux étaient très difficiles à localiser car ils se trouvent dans des zones très boisées. On avait l'impression de fouiller une jungle. Et tout à coup, au fond d'une vallée, on voyait apparaître d'immenses ponts qui étaient cachés par des arbres. Comme dans Indiana Jones? Je ne sais pas, mais ça avait un côté amusant. Et surtout, ça nous a permis de cartographier le réseau et de déterminer sa longueur totale. On sait qu'il s'étend bien en dehors de la ville. C'était un réseau aussi sophistiqué que celui de Rome? Oui, il était aussi sophistiqué, voire plus si on considère les techniques qui ont été utilisées. Elles impressionnent même les ingénieurs d'aujourd'hui. Ils ne comprennent pas comment les Romains ont pu réaliser un tel ouvrage. Nos scanners révèlent qu'à l'intérieur de ce pont, l'eau circulait dans deux grands canaux. Ils nous permettent aussi de visualiser les 209 citernes de la ville. Certaines, comme celle de l'hippodrome, n'ont pas été construites à cet effet au départ. Mais les autres ont été conçues spécialement dans ce but. Elles étaient toutes alimentées par deux aqueducs qui transportaient l'eau en provenance de massifs forestiers situés à l'ouest de la ville. Avec près de 600 km de canaux, ce système était le plus long
et le plus sophistiqué du monde romain. Le travail de modélisation d'Istanbul avance bien, mais les ruines aussi en disent long sur l'histoire de la ville. Les vestiges du palais du Boukoléon témoignent de la grandeur passée de Constantinople, mais également de son déclin. Là, je me trouve dans une ancienne chapelle. Mais si j'en crois les inscriptions sur les murs, aujourd'hui, c'est l'abri d'un certain Hassan. Il a décoré les lieux un peu comme ma fille l'aurait fait. C'est sa maison, en quelque sorte. Le palais du Boukoléon a été détruit au cours de la 4e croisade. Après plusieurs siècles de différends entre les catholiques du monde romain et les orthodoxes de l'Empire byzantin, les croisés venus d'Europe finissent par faire main basse sur les richesses de Constantinople. Entre les églises d'Orient et d'Occident, la rupture est inévitable. Ce palais a été endommagé et reconstruit de nombreuses fois au cours de son histoire, mais il n'a pas survécu au siège de Constantinople en 1204. Les croisés, venus d'Europe occidentale et menés par la République de Venise, ont saccagé la ville et ont détruit ce magnifique palais. Les envahisseurs catholiques restent à Constantinople plus de 50 ans. Ils profanent les églises orthodoxes, détruisent l'antique bibliothèque et pillent le Grand Palais. Après leur passage, la ville n'est plus qu'un champ de ruines. L'affrontement entre les chrétiens d'Orient et d'Occident a eu raison de Constantinople. Au XVe siècle, la ville ne comptait plus que 70 000 habitants. Elle avait tout perdu de sa puissance et de sa gloire passée, et n'était plus qu'une coquille vide. La chute de la reine des cités est inévitable. En 1452, la ville de Constantinople est tout ce qui reste de l'Empire byzantin. C'est une minuscule enclave chrétienne au milieu d'un immense territoire musulman, l'Empire ottoman. Entourée par cet empire turc, Constantinople ne peut être ravitaillée que par voie maritime. Le chef des Ottomans, le sultan Mehmed II, fait alors construire une forteresse pour empêcher le ravitaillement de la ville. Érigée sur la rive européenne et le long du passage le plus étroit du Bosphore, la forteresse de Roumélie se situe à moins de 800 mètres du fort du sultan, sur l'autre rive. Aujourd'hui, on l'appelle la forteresse de Roumélie, ce qui signifie la forteresse des Romains, parce qu'à l'époque, Mehmed II était venu la construire en terre romaine. Mais son nom d'origine était Boaz Kesen, la forteresse qui coupe le détroit. Comme le mot turc Boaz signifie aussi gorge, la forteresse était en réalité destinée à couper la gorge du Bosphore, et donc des habitants de Constantinople. La tour principale de la forteresse est idéalement située. Elle sert de poste de commandement à Mehmed II. Ali Serik est historien. Il va nous ouvrir les portes de l'histoire de la prise de Constantinople. C'est fabuleux. Vous avez la clé? Oui. Une magnifique surprise m'attend en haut de cette tour. Ça alors, quelle belle pièce! On sait à quoi elle servait? C'est ici que le sultan Mehmed réunissait ses généraux. Alors,
C'est peut-être entre ces murs que Mehmet a conçu la phase finale de son plan pour prendre Constantinople. On sent que cette pièce est chargée d'histoire. C'est extraordinaire. Je suis impressionné par l'importance historique des lieux. Pourtant, je n'ai encore rien vu. Nos scanners vont révéler la face cachée du QG de Mehmet le Conquérant. Je découvre alors que cette tour est un véritable instrument de guerre. Elle possède des murs de 7 mètres d'épaisseur pour protéger la salle du conseil. Des postes d'observation, des meurtrières, des toilettes, des pièces pour stocker le grain, des quartiers capables d'accueillir 400 soldats, des arsenaux remplis d'armes, des machicoulis au-dessus de la porte principale pour jeter de l'huile bouillante sur les envahisseurs et une vue imprenable sur le passage le plus étroit du Bosphore. Cette tour abrite aussi un vestige de la défense de Constantinople. C'est quoi ça? C'est la chaîne qu'on tirait pour fermer La corne d'or. C'est la chaîne de la corne d'or? Elle est encore bien solide. Et hyper lourde. Elle pèse environ 15 kilos. Je comprends pourquoi elle a été efficace si longtemps. Pendant des siècles, les habitants de Constantinople déployaient cette chaîne à l'entrée de l'estuaire de la Corne d'Or dès que des bateaux ennemis approchaient. Seuls les Vénitiens avaient réussi à la briser lors de la 4e croisade. Au 15e siècle, la chaîne sert encore à arrêter la flotte de Mehmet II. Mais Mehmet a une idée de génie. Il fait disposer des rondins de bois enduits d'huile d'olive sur la rive pour former une espèce de chemin de halage sur lequel on peut tirer les bateaux jusqu'à l'intérieur de l'estuaire. Sa flotte contourne donc la chaîne. Et le 22 avril 1453, elle est en place, prête à assiéger la ville de Constantinople. L'armée byzantine compte 7 ou 8 000 hommes. En face d'elle, on estime aujourd'hui qu'il y avait 80 à 100 000 soldats ottomans, soit largement 10 fois plus. Femmes, enfants, vieillards et malades se réfugient dans la basilique Sainte-Sophie. Pendant 53 jours, Mehmet II tire à gros boulets sur Constantinople. Son artillerie compte alors parmi les plus sophistiquées du monde. Le 29 mai 1453, les Ottomans ouvrent une brèche dans les légendaires remparts de Constantinople. Les soldats turcs foncent sur Sainte-Sophie. Ils fracassent les portes de la basilique. Les chrétiens qui s'y étaient réfugiés sont violés, massacrés, réduits en esclavage. Ce jour-là, Mehmet II devient Mehmet le Conquérant. Mais il ne peut s'empêcher de déplorer le saccage de Constantinople. Quelle ville nous avons livrée au pillage et à la destruction? Se serait-il exclamé devant l'étendue des dégâts. L'ultime héritage de l'Empire romain, l'Empire byzantin, a disparu moins de 50 ans avant que Christophe Colomb ne découvre l'Amérique. Pour Constantinople, c'est un tout nouveau chapitre de son histoire qui va s'ouvrir. Renommée Istanbul, la ville de l'islam, l'ancienne cité romaine devient la capitale de l'Empire ottoman de Mehmet le Conquérant. C'est maintenant l'Orient qui a le dessus ici. Désormais sous domination ottomane, la ville évolue. La métamorphose de Sainte-Sophie illustre bien la conversion de Constantinople en Istanbul. L'église devient une mosquée. Au fil du temps, on lui ajoute des minarets. On la dote aussi d'immenses panneaux portant les noms d'Allah, de Mahomet, de ses 2 petits-fils, Hassan et Hussein, et des 4 premiers califes. Quant aux mosaïques qui représentent des croix, elles sont recouvertes de motifs islamiques. Mais l'ajout de cette niche constitue un changement bien plus important.
C'est un mihrab. Et il n'est pas tout à fait au centre de l'abside parce qu'il indique la direction de la Mecque, vers laquelle les musulmans doivent se tourner pour prier. Une fois qu'elle fait partie intégrante du monde musulman, l'ancienne cité romaine renaît. Istanbul devient la ville animée que l'on connaît aujourd'hui, pleine d'influences et de saveurs, qui emprunte autant à l'Europe qu'à l'Asie. Ça, c'est un balik ekmek, un sandwich au poisson frit. C'est la spécialité à Eminönü, près du pont de Galata. Pour moi, c'est dans ce quartier qu'on sent le mieux le mélange des cultures qui définit Istanbul. C'est un carrefour d'influences, parfois aussi tumultueux que les flots qui traversent le cœur de la ville. Après la prise de Constantinople, les Ottomans ne cesseront de développer la ville, s'inspirant à la fois de l'Orient et de l'Occident. En matière d'architecture, leur plus grande innovation est la mosquée Süleymaniye, conçue pour éclipser Sainte-Sophie. Grâce à notre carte 3D de la ville, nous pouvons l'admirer sous tous les angles. Construit pour le sultan Soliman le Magnifique, le complexe de Süleymaniye est achevé en 1557. Aujourd'hui encore, c'est un véritable havre de paix au cœur d'Istanbul. Bien sûr, on vient à la mosquée pour prier, mais aussi pour échapper à l'agitation du monde. Ce que j'adore dans ce genre d'endroit, c'est qu'il réunit non seulement les gens qui prient, mais aussi toute la communauté. Ici, il y a des enfants qui courent un peu partout et qui jouent en famille, des amis qui se retrouvent pour discuter et se promener. C'est vraiment un lieu où l'on peut se ressourcer. L'architecture grandiose de la mosquée Süleymaniye saute aux yeux. Mais le génie de cette construction n'est pas toujours visible. Olcay Aydemir est historienne. Elle connaît tous les secrets de la mosquée. Cette porte est impressionnante. C'est incroyable. Quel espace. La mosquée vous invite à entrer. Oui, je le sens. Elle vous invite. On est attiré vers le centre. C'est extraordinaire. Il y a une telle impression de volume. Et la lumière ici est incroyable. Je remarque que les lustres sont très bas par rapport au plafond. Il y a une raison à ça? Bien sûr, l'édifice est très haut. Donc ça sert à réduire l'impression de hauteur pour qu'on se sente bien dans cet espace. Alors, tout est conçu pour qu'on se sente à l'aise. Oui. Et ce que je vois un peu partout, ce sont des œufs d'autruche? Oui, c'est ça. Ils ne sont là que pour décorer? Non, ils servent aussi à repousser les insectes et les araignées. Ça fait fuir les araignées? Tout à fait. Super, c'est bon à savoir. On devrait tous avoir un œuf d'autruche à la maison. Et aujourd'hui, il y a des ampoules électriques. Mais quand la mosquée a été construite, il y avait des bougies à la place? Oui, des bougies et des lampes à huile. Donc il y avait des milliers de lumières qui scintillaient. Oui, c'était magique. Mais je me dis qu'avec toutes ces bougies et ces lampes à huile, le plafond devait être noir de suie. Comment expliquer alors que les murs et le plafond de la mosquée soient si bien préservés? Nos scanners ont percé ce mystère. La modélisation de la mosquée révèle un système de ventilation dissimulé dans les murs. La suie remontait dans des cheminées pour venir se déposer sur les parois d'une pièce spécialement conçue à cet effet. Là, on la recueillait pour produire une encre qui servait à l'écriture des manuscrits sacrés. Aujourd'hui, ces parois ne sont plus recouvertes que de graffitis.
Une seconde, un autre ingénieux système de ventilation se cache sous nos pieds. Bravo. À quoi servent ces galeries? À évacuer l'humidité en permettant une bonne circulation de l'air. Aujourd'hui, ces galeries assurent l'aération de l'édifice. Mais à l'origine, elles servaient à apporter de l'eau potable aux bâtisseurs de la mosquée. Ici, l'ingéniosité est partout. Ces sculptures murales ne sont pas de simples décorations. Elles améliorent l'acoustique des lieux pour rendre les sermons bien audibles. Avec cette mosquée, les Ottomans ont égalé le caractère grandiose de Sainte-Sophie. Ils ont accompli à la fois un chef-d'œuvre d'architecture et un bijou de technique. Et ce n'est pas tout. Sous Soliman le Magnifique, l'Empire ottoman connaît son apogée. Et le sultan a de grandes ambitions pour les habitants de sa capitale. Le vaste complexe qu'il fait construire autour de la mosquée comprend un hôpital, 6 collèges, des bains turcs, une auberge, une boulangerie et une école de médecine. Le sultan veut faire de la mosquée le centre de la société florissante d'Istanbul. Dans ce complexe, il y avait aussi un imaret, un service de soupe populaire. Chaque jour, plus d'1 millier de nécessiteux venaient chercher leur repas ici. Il leur était servi à travers une petite ouverture située en bas du mur. Le repas passait par ce trou. La personne qui le servait ne voyait pas à qui elle le donnait. Comme ça, il ne pouvait pas y avoir de favoritisme. Et les deux personnes étaient sur un pied d'égalité. C'est génial. Je ne vois pas celui qui me sert. Et il ne me voit pas non plus. Donc, on est tous égaux. Oui, oui, c'est parfait. Je peux? Bien sûr. C'est vraiment ingénieux. Cette mosquée était ouverte à tous. Et la soupe populaire était autant destinée aux musulmans qu'aux juifs et aux chrétiens d'Istanbul. Aujourd'hui, l'imaret est devenu un restaurant que nos scanners nous permettent d'examiner sous toutes les coutures. Grâce à la modélisation d'Istanbul, nous avons fait revivre le passé de cette ville fascinante. Après ce voyage dans le temps, place à un voyage dans l'espace. Je rejoins Matt dans son laboratoire de réalité virtuelle. C'est ouvert. Oui, Je reconnais ce casque. il va vous offrir un aller simple pour Istanbul. C'est parti. Bonjour Istanbul. On y est. Ça, c'est ce que vous voyez depuis l'hélicoptère? Exactement. Là, on a l'hippodrome. Oui, avec son extrémité arrondie. Et là, c'est l'endroit par où on est entré dans la citerne. On a pris ces escaliers. Et on s'est retrouvé dans cette eau crasseuse infestée de rats. Ensuite, on fait une grande enjambée et... Je reconnais ce quartier. On va arriver vers La voilà. Sainte-Sophie. On voit clairement que les minarets ont été construits à différentes époques. Et là, je tiens le dôme de Sainte-Sophie entre mes mains. Entrons dans la basilique. Vous avez l'habitude de la voir sous cet angle. Oui, Mais ce qui est fabuleux, c'est qu'on peut s'envoler. attendez. On vole dans les airs. Les détails du plafond sont magnifiques. On va toucher le plafond. Doucement. Ça va aller. On s'approche. On est sorti. Ça alors. On est au sommet du dôme. On est sur une calotte qui fait à peine quelques millimètres d'épaisseur. On peut marcher dessus. Mais je marche très délicatement parce que j'ai peur de passer à travers. Ou de trébucher. On voit bien les irrégularités. Là, il y a une énorme bosse. Oui. On vole à nouveau dans les airs. Tout comme la ville d'Istanbul, la basilique Sainte-Sophie a toujours su renaître de ses cendres. On va bientôt atterrir.
C'est extraordinaire. Et voilà. Istanbul doit sa splendeur, mais aussi sa survie, à ses incroyables constructions. Ces citernes lui ont permis de résister aux sécheresses et aux sièges. Et ses aqueducs l'ont alimenté en eau potable. Cette ville, à l'identité multiple, est littéralement faite d'une superposition de couches d'histoire et de culture. Et ni les guerres, ni les tremblements de terre n'ont eu raison de son caractère spectaculaire. Istanbul a été conquise, détruite et reconstruite, tant par les Occidentaux que par les Orientaux. C'est pourquoi ça a toujours été une ville cosmopolite, un véritable creuset de culture. J'espère qu'à l'avenir, quels que soient les grands bouleversements liés au jeu de pouvoir entre l'Orient et l'Occident, Istanbul gardera son caractère unique.